Les secrets de la soie lyonnaise. Chapitre 1. L'arrivée de l'étranger. Le premier rayon de soleil de cet octobre matinal se glissa à travers les persiennes de la grande cuisine, illuminant des millions de particules de poussière qui dansaient dans l'air immobile. Hélène Bouchard, 70 ans, les mains encore fermes malgré leur tremblement presque imperceptible, versa l'eau bouillante sur les feuilles de thé dans la vieille théière en faïence. Le silence de la maison lyonnaise, lourd et familier, était son quotidien. Depuis la mort de son mari Louis, officiellement disparu lors des événements de mai 1968, ce silence était à la fois son fardeau et son refuge. Soudain, des voix s'élevèrent dans le couloir, brisant la quiétude. Celle, sourde et colérique, de son fils Antoine, 45 ans, et celle, plus douce mais ferme, de sa fille Sophie, 38 ans. « Maman, il faut être raisonnable. Le dernier compte rendu de la comptable est catastrophique. Les dettes s'accumulent. L'offre de ce promoteur est une aubaine, la seule qui nous reste, tonna Antoine en pénétrant dans la cuisine, son costume 3 pièces trop neuf pour l'atmosphère usée des lieux. Sophie le suivit, ses cheveux châtains en désordre, une lassitude ancienne dans le regard. Raisonnable ? Vendre notre héritage, l'atelier que grand-père a construit de ses mains, pour en faire, quoi ? Des appartements de stand-in ? C'est une trahison, Antoine. Hélène posa la théière sur la table de chêne, le bruit résonnant comme un glas. Assez. Sa voix était calme, mais son autorité naturelle fit taire ses enfants. L'atelier Bouchard ne sera pas vendu. Pas tant que je serai en vie. Antoine serra les poings. Et après ? Tu crois que Sophie et ses idées de tourisme créatif vont nous sauver ? Des ateliers de tissage pour américaines en goguette ? C'est mieux que de tout brader, rétorqua Sophie, les joues rougies par la colère. Avant que la dispute ne dégénère, le carillon de la porte d'entrée retentit, cristallin et étranger dans cette maison où les visiteurs se faisaient rares. Hélène alla ouvrir. Sur le perron, un jeune homme se tenait, une mallette à la main. Il avait des cheveux bruns ébouriffés par le vent et des yeux d'un bleu qui lui tordit le ventre. C'était comme voir un fantôme. Ce sourire timide, cette façon de se tenir légèrement de biais. C'était Louis. Son Louis, à 25 ans. « Bonjour, Madame Bouchard, dit-il, et sa voix, bien que plus grave, avait les mêmes intonations chantantes. Je suis Julien Moreau. La direction du patrimoine m'a envoyé. Je dois expertiser et cataloguer le fonds d'archives de votre atelier. » Hélène dut s'agripper au chambranle pour ne pas chanceler. 50 ans de mensonges, de peurs soigneusement contenues, menaçaient de déborder d'un seul coup. « Entrez, Monsieur Moreau », réussit-elle à dire d'une voix qu'elle espérait neutre. Chapitre 2. La boîte de fer. Plus tard dans la matinée, Lily, la fille de Sophie, 15 ans et l'esprit vif comme l'éclair, explorait le grenier poussiéreux. Elle aimait cet endroit, plein de trésors oubliés. En déplaçant une vieille malle couverte d'étiquettes de voyage, elle remarqua une planche du parquet qui bougeait. Intriguée, elle la souleva et découvrit, cachée dans l'espace entre les solives, une boîte en fer rouillé, ornée de motifs floraux à peine visibles. « Maman ! Grand-mère ! Regarde ce que j'ai trouvé !» cria-t-elle en dévalant l'escalier. Dans le salon, la famille se réunit autour de la découverte. Julien, qui travaillait dans l'atelier adjacent, fut invité à se joindre à eux, sous le regard méfiant d'Antoine. Sophie ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, pas de bijoux, mais un carnet de cuir usé aux coins effrangés et un paquet de lettres soigneusement liées par un ruban de soie décolorée. « C'est le journal de grand-mère Edith », murmura Sophie, ses doigts effleurant la couverture avec une respectueuse appréhension. Elle l'ouvrit au hasard, et ses yeux se posèrent sur une page datée du 15 mai 1968. Sa respiration se bloqua. « Qu'y a-t-il » demanda Hélène, la gorge serrée. Sophie lut à voix haute, d'une voix qui tremblait légèrement. La dispute a éclaté sous le mûrier. Louis était hors de lui, il parlait de tout vendre, de partir pour l'Amérique avec cette femme. Hélène pleurait, je l'entendais de la maison. Puis les cris ont cessé. Je suis sortie.
Louis. Louis était par terre, immobile. Hélène était là, pétrifiée, les mains couvertes de terre. Elle m'a dit, il est parti, maman. Il ne reviendra jamais. Mais je savais. Mon Dieu, je savais qu'il ne partirait pas sans ses dessins. Il les chérissait tant. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Hélène, devenue d'une pâleur de cire. C'était un accident, chuchota-t-elle, les yeux rivés sur le journal comme s'il était un serpent venimeux. Il a trébuché. Il est tombé. Sa tête a heurté la pierre au pied de l'arbre. Julien, qui avait écouté en silence, prit la parole. Ces dessins dont parle le journal, seraient-ce ceux que je suis en train d'étudier? Ceux signés LB? Leur style est remarquable. On dirait presque. Il hésita, jetant un regard à Hélène. On dirait le travail de Laurent Béranger. Le nom frappa Hélène de plein fouet. Laurent Béranger était le célèbre artiste lyonnais, disparu mystérieusement à la fin des années 60, dont les œuvres anonymes valaient désormais une fortune. « Qui êtes-vous, vraiment, monsieur Moreau ?» demanda Antoine, soupçonneux. « Pourquoi la direction du patrimoine s'intéresse-t-elle soudain à nos vieux papiers ?» Julien soutint son regard. « Parce que je pense que votre père, Louis Bouchard, et Laurent Béranger ne font qu'un. Et si c'est le cas, la valeur de ces archives, inestimable. » Chapitre 3, l'ombre du passé. Les jours suivants, la maison devint une cocotte-minute. Antoine, voyant dans les dessins de son père une possible planche de salut financier, devint l'ombre de Julien, le pressant de questions. Sophie, elle, était déchirée entre l'horreur de la révélation et un espoir insensé de redonner vie à l'atelier. Lily, fascinée par le mystère, passait son temps à observer Julien. Un soir, elle le surprit dans la bibliothèque, en train d'examiner une vieille photo de famille. « Vous lui ressemblez vraiment, vous savez, » dit-elle doucement. Julien sursauta. « À qui ?»« À mon grand-père. Louis. » « C'est troublant. » Julien soupira, comme s'il laissait tomber un poids. « Ma grand-mère, Margot, avait un frère. Il a disparu pendant la guerre d'Algérie. Mais elle m'a toujours dit qu'il y avait un autre homme dans sa vie, un artiste, juste avant qu'elle ne quitte Lyon pour Grenoble. Elle ne m'a jamais dit son nom. Elle n'avait qu'une photo, très floue. Mais les yeux, ses yeux bleus. » Pendant ce temps, Hélène errait dans le jardin, rongée par l'angoisse. Chaque fois qu'elle regardait Julien, c'était le passé qui la giflait. Elle se rendit près du vieux mûrier, son tronc tordu comme une âme en peine. La terre à son pied semblait anormalement meuble. Elle se baissa, et ses doigts rencontrèrent un objet froid et métallique, à moitié enfoui. Une montre à gousset, gravée aux initiales LB. Le cadeau qu'elle lui avait offert pour leurs 5 ans de mariage. Son cœur battait à tout rompre. Pourquoi était-elle là? Qui l'avait déterrée? Il aimait cette montre, dit une voix derrière elle. Hélène se retourna, terrorisée. Julien se tenait là, son visage empreint d'une étrange tristesse. « Comment savez-vous ?»« Parce que c'est moi qui l'ai déterré hier soir, » avoua-t-il calmement. « Je savais qu'il devait y avoir une preuve. Quelque chose qui le liait irréfutablement à cet endroit. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire, peu avant de mourir. L'histoire de son amour avec Louis Bouchard. Et de la nuit où il a disparu. » Hélène sentit ses jambes se dérober sous elle. « Elle vous a dit qu'il était mort ?» Julien secoua la tête. « Non. Elle m'a dit qu'elle le craignait. Qu'il avait eu une violente dispute avec sa femme, à propos de leur relation. Qu'il devait la rejoindre à Grenoble le lendemain, mais qu'il n'était jamais venu. Elle a toujours cru qu'il avait changé d'avis. Jusqu'à ce que je tombe sur le nom Bouchard dans les archives de la ville. » Chapitre 4, la vérité sous la terre. La révélation de Julien plongea Hélène dans un abîme de confusion. Pendant 50 ans, elle avait cru que sa mère avait enterré Louis pour protéger sa fille d'un accident. Mais si sa mère avait menti?
si la dispute avec Louis n'était pas seulement à propos de la vente de l'atelier, mais aussi de sa maîtresse? La colère de sa mère, qu'elle avait toujours attribuée à la honte, pouvait-elle cacher autre chose? La tension monta d'un cran lorsqu'Antoine, excédé par les non-dits, annonça qu'il avait programmé une expertise des sols du jardin pour le lendemain, en prévision de futurs travaux. Non, s'écria Hélène, paniquée. Tu ne peux pas. Pourquoi? Hurla Antoine. Qu'y a-t-il de si terrible dans ce jardin? Des os, maman? Est-ce que grand-mère a enterré le corps de papa sous son arbre maudit? Le mot « os » résonna dans le salon comme un coup de feu. Sophie porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. Lily regardait son oncle, horrifiée. « Arrête, Antoine », gronda Sophie. « Pourquoi? Vous préférez continuer à jouer les autruches? Moi pas. Je veux savoir. Demain, les experts viendront, et nous saurons enfin la vérité. » Cette nuit-là, Hélène ne put fermer l'œil. Les souvenirs se bousculaient, incohérents, douloureux. La pluie de cette nuit de mai. Les cris. Le visage décomposé de sa mère. Les mains pleines de terre. Et ce détail, toujours refoulé, la tache sombre et poisseuse sur le devant de la robe de sa mère, une tache qui n'était pas de la boue. Au petit matin, alors que les premiers experts arrivaient avec leur matériel, Hélène prit sa décision. Elle descendit dans le salon où toute la famille, Julien inclus, était réunie, le visage grave. « Appelez la police », dit-elle d'une voix claire, bien que brisée par l'émotion. « Je vais tout vous dire. Toute la vérité. » Assise dans le vieux fauteuil de son père, elle raconta. La dispute. La chute. Le choc. Puis sa mère arrivant, la repoussant, lui ordonnant de rentrer à la maison. Les heures d'attente angoissées. Puis le retour de sa mère, pâle comme la mort, lui disant « C'est fait. Il ne nous quittera jamais. Personne ne doit savoir. C'était un accident, mais on ne nous croirait pas. J'ai toujours cru que c'était un accident, sanglota Hélène. J'ai porté ce fardeau toute ma vie. Mais maintenant je me demande. La tache sur sa robe, la façon dont elle m'a éloignée. » Julien s'agenouilla devant elle. La montre, Madame Bouchard. Le verre est brisé. Comme si elle avait reçu un choc violent. Et le mécanisme est arrêté. À 22h17. L'heure à laquelle Louis a cessé d'exister. Le regard de Hélène croisa celui de sa fille. Dans les yeux de Sophie, elle vit non pas du rejet, mais une douloureuse compassion. « Nous irons à la police ensemble, maman, » dit Sophie doucement. « Il est temps que papa repose en paix. » Alors qu'il sortait de la maison pour affronter la lumière crue du jour et la vérité, Hélène jeta un dernier regard au vieux mûrier. Ses racines, comme ses secrets, avaient fini par remonter à la surface, déchirant la terre qui les retenait prisonnières. La page de l'atelier Bouchard était tournée. Une nouvelle, douloureuse mais authentique, pouvait enfin commencer à s'écrire. Quelques mois plus tard, l'atelier Bouchard n'existait plus. À sa place, la Fondation Louis Bouchard, Laurent Béranger, avait ouvert ses portes, dirigée par Sophie et Julien, dont la collaboration avait révélé des talents complémentaires insoupçonnés. Les dessins de Louis Laurent, authentifiés, avaient permis de rembourser les dettes et de financer la transformation des lieux en un espace muséal et créatif. L'enquête avait confirmé la thèse de l'accident, mais avait aussi mis en lumière le rôle trouble de la mère d'Hélène, qui avait peut-être poussé Louis lors de la dispute, une hypothèse que les années avaient rendue impossible à prouver. Antoine, après avoir vendu sa part de l'héritage à sa sœur, était parti à l'étranger. Lily, marquée mais plus forte, suivait des études d'histoire de l'art. Hélène vivait désormais dans une petite maison de retraite au calme, près de Vienne. Le poids qui avait écrasé sa poitrine pendant 50 ans s'était allégé. Parfois, Sophie et Julien lui rendaient visite, lui apportant des photos de la fondation. En les regardant, elle voyait l'héritage de Louis enfin honoré, sa passion pour la soie et l'art perpétué. Ce n'était pas la fin qu'elle avait imaginée, mais c'était une fin. Et après un demi-siècle de mensonges, la vérité, aussi amère soit-elle, avait un goût de liberté. Fin.